Donc, en manchette aujourd'hui, Yves Perron parle de la rentrée parlementaire et un premier forum national de l'action climatique aura lieu la semaine prochaine. Donc, bonjour à tous et à toutes, je suis Chloé Lemont et je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, débuter le bulletin d'information du 22 janvier avec une nouvelle politique. Donc, comme je l'ai mentionné en manchette, la rentrée parlementaire va avoir lieu le 25 janvier prochain. Donc, pour l'occasion, Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, nous a parlé des principales priorités pour le Bloc québécois lors de cette rentrée. Écoutons ses propos. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Chloé Lemont en compagnie de Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Donc, bonjour, M. Perron. Bonjour, Mme Lemont, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Tout à fait, tout à fait. On tient la route. Donc, il y a les priorités des 32 bloquistes qui ont été dévoilées à l'aube de la rentrée parlementaire. Pouvez-vous me parler des 5 priorités principales, si je peux dire ça comme ça, là, qui vont avoir lieu dans votre rentrée parlementaire? Oui, bien, avec plaisir. En fait, on a identifié, premièrement, on a lancé notre thème de rentrée, fiable et fier. On considère que suite à ce qu'on avait promis aux gens en 2019, on était très fiables de la livraison de la marchandise, puis de fiers représentants du Québec, fiers d'avoir accompli ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Dans les priorités pour la rentrée parlementaire, en fait, on a une grande priorité globale qui est la gestion de la pandémie. Finalement, parce qu'on est dedans, puis il faut fermer ce dossier-là, si on peut le dire ainsi. Et là-dedans, il y a différentes thématiques. Le premier point, c'est l'approvisionnement en vaccins. Alors, vous savez que, n'eût été de nos pressions politiques très fortes avant les fêtes, on n'aurait pas eu de début de vaccination. Ça aurait commencé seulement en janvier 2020. Là, ça a été accéléré. Par contre, ça vient de s'arrêter. On a une problématique avec la compagnie Pfizer. Alors, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait que nous, c'est des délais d'un mois, alors qu'en Europe, c'est une semaine. Je pense que c'est quelque chose de pas normal là-dedans. Puis évidemment, c'est une priorité, la vaccination, parce que c'est ce qui va nous permettre de sortir de cette histoire-là. Le deuxième point, c'est le contrôle des frontières. Parce que, bon, l'idée ici, c'est pas de condamner les gens qui sont allés en voyage jusqu'à maintenant, là, mais la logique fait rapidement comprendre qu'il y a une contradiction entre le message de Québec et le message d'Ottawa. Et les efforts que le gouvernement du Québec fait pour contrôler la pandémie puis la propagation, puis le peu d'action qui se fait concrètement à Ottawa au niveau des frontières. On se rappellera, l'année dernière, la fermeture des frontières, c'était extrêmement long. La fameuse passoire du chemin Roxham, ça a pris une éternité avant qu'on la ferme. Ça a provoqué évidemment des contagions. Encore à l'automne, quand il y a eu la découverte d'une nouvelle souche en Grande-Bretagne, il a fallu qu'on le demande, puis ça a pris 3 jours de plus que tous les pays du G7 pour qu'on ferme les frontières au vol aérien de la Grande-Bretagne. Ça, c'est, en français, on appelle ça du laxisme. Ça. Et là, on dit aux gens, on vous recommande de ne pas voyager à l'extérieur, mais on arrive à la semaine de relâche. Et c'est seulement une recommandation. On sait fort bien qu'il y a des gens qui vont le faire. Et nous, on pense qu'il faut interdire les voyages qui ne sont pas essentiels là, pour le moment, jusqu'à temps qu'on redescende dans un niveau de contagion qui sera acceptable et gérable. Parce que ce qu'il faut garder en arrière-plan, c'est toujours la capacité d'absorption de notre système de santé, qui maintenant est au bord de l'éclatement, là, encore au moment où on se parle. Donc, c'est pas d'être plate, c'est d'être réaliste. Si je continue dans nos priorités, on a le soutien aux aînés aussi. Ça date d'avant COVID. Là. Nous, dès le début de l'année 2019, on demandait en Chambre une indexation, une augmentation en fait, beaucoup plus qu'une indexation, là, une augmentation de 110 $ par mois pour la pension canadienne. Et on a crié haut et fort pendant la pandémie pour qu'il y ait un soutien. On a réussi de peine et de misère d'obtenir un versement unique d'à peu près 500 $, là, tout dépendant du revenu, c'est entre 300 et 500 $ que les personnes ont eu. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant parce que qui est touché le plus par cette pandémie-là, ce sont les personnes âgées qui sont les plus âgées. Donc, oui. Nous vous parlions la semaine passée du premier forum national sur l'action climatique. En fait, nous sommes arrivés. Il va avoir lieu du 25 au 29 janvier, la semaine prochaine. Donc, nous nous sommes entretenus avec Vicky Violette, qui est la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, à ce sujet. Donc, nous l'écoutons. On va parler un peu du Forum national de l'action climatique. C'est le premier forum national qui va avoir lieu en janvier, plus précisément du 25 au 29 janvier.
La programmation est sortie la semaine passée, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous en parler un peu? En fait, ça va être quoi le forum puis la programmation? Oui, bien, en fait, là, vous pouvez aller voir sur le site Internet du CREL, notre Facebook ou du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement pour voir la programmation plus détaillée. Mais les faits saillants, c'est chaque journée, du 25 au 29 janvier, il y a un thème différent. Donc, le lundi 25, on va parler du plan pour une économie verte 2030 avec des moyens financiers, etc. On va avoir une allocution du ministre Benoît Charette en début, qui est le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Le 26, le lendemain, on parle d'électrification et énergie propre. Donc, on va avoir le ministre Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Puis après, c'est qu'il y a des spécialistes qui viennent commenter et avec des initiatives qui sont porteuses. Donc, c'est vraiment comme une sorte de boîte à outils thème par thème. Le 27, c'est la mobilité durable. Il y a, je vous ai parlé d'Embarque la Naudière. Ouais. Nous, on a été l'initiateur de cette plateforme-là, mais par la suite, il y a d'autres conseils régionaux de l'environnement qui ont embarqué aussi. Donc, ça va être présenté, cette plateforme-là, pendant cette journée-là. Parfait. Le 28, c'est les milieux naturels et infrastructures vertes. Là, je vais mentionner Jérôme Duprat. Je pense que certains le connaissent. C'est le bassiste des Cowboys fringants, mais c'est aussi, surtout dans ce contexte-ci, un professeur en économie écologique à l'UQO et chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Donc, c'est vraiment une sommité au Québec, là. Puis c'est un Lanaudois. En donc, plus. je vais le mentionner. Et on finit le 29 janvier avec l'aménagement durable du territoire, qui est un outil super important pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Donc, on va avoir une allocution de la ministre André Laforêt, Affaires municipales et habitation. Toujours, on a des allocutions au début, puis par la suite, on a vraiment des tables rondes, puis les gens vont pouvoir interagir aussi avec les spécialistes. Donc, c'est vraiment un forum pour passer à l'action face au changement climatique. Parfait. Bon, merci beaucoup. Donc, on va inviter les citoyens justement à être là. C'est ça, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut participer. C'est sûr qu'on vise principalement les entreprises, les élus municipaux, les employés municipaux, les institutions, tous ceux qui sont plus décisionnels pour passer à de plus grandes actions, si on veut. Mais les citoyens sont les bienvenus parce que plus les citoyens ont de connaissances aussi, plus ils peuvent aller influencer leur employeur, leur municipalité, etc., à amener ces actions-là, une fois qu'on les connaît. Dans le fond, en environnement, les solutions existent, il suffit de les appliquer. Donc, il faut commencer par les connaître. Exact, c'est ça. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas les appliquer, effectivement. Donc, nous allons maintenant passer à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis en de la fin de semaine. Le 22 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite joyeux anniversaire à Louis Lucier, Jacques Blain et José Rondeau. Et les filles Isabelle souhaitent un joyeux anniversaire à Annette Vatnet. Pour le 23 janvier, donc demain,
Le FADOC Île-du-Pas souhaite joyeux anniversaire à Fleurette Guevremont et à Christine Despatie. Pour dimanche, le 24 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bon anniversaire à Marc Pilon et l'ACABA à Monique Paquin qui vient de Saint-Ignace de Loyola. Donc, l'équipe de CTRB souhaite un joyeux anniversaire à toutes et à tous. Passons maintenant à une autre nouvelle. Plus tôt aujourd'hui, on a dressé un bilan concernant la situation actuelle de COVID-19 dans la Naudière. Donc, on a parlé des cas, de tout ce qui se passe dans la Naudière présentement. Donc, on va écouter ce bilan. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis en compagnie de Chloé et on a décidé aujourd'hui de vous parler un peu de COVID. On ne vous achale pas trop avec ça au fil des semaines. On est comme à la mi-période du couvre-feu qu'on a commencé à faire depuis le mois de janvier. Et Chloé et moi, on va vous faire une petite mise à jour de la situation dans Dautrey, dans la Naudière, et vous parler des CHSLD, des écoles, tout ce qui touche un petit peu de la COVID. Donc, Chloé, si tu veux commencer, parle-nous un petit peu de ce qui se passe dans la MRC Dautrey au niveau du nombre de cas. Ça a beaucoup diminué depuis une semaine. Oui, effectivement, on est rendu à vraiment, pas beaucoup de cas, tout dépendant comment on voit ça, mais effectivement, ça a quand même beaucoup diminué. Donc, en date, là, on a les chiffres, nous, du 20 janvier 2021, qui sont par municipalité. Donc, dans la MRC Dautrey, on a 58 cas actifs. Puis, en fait, la ville qui en a le plus, c'est effectivement Lavaltrie avec 35. Et la ville qui suit, c'est Berthier avec 6 cas actifs. Sinon, dans la MRC Dautrey, c'est tout en bas de 5 cas, donc on n'a pas les chiffres exacts pour ça. Et la raison pour ça, pourquoi ils n'aimaient pas, c'est pour éviter de la discrimination avec moins de 5 heures, pour éviter de stigmatiser, c'est ça le vrai mot, là, au niveau des personnes, parce que c'est peut-être plus facilement identifiable dans des petites municipalités. Exactement. Donc, je vais continuer avec la MRC de Joliette. Donc, pour la MRC de Joliette, ça a aussi beaucoup diminué. Donc, ils sont rendus à 118 cas actifs. Et bon, les deux villes qui sont le plus touchées, c'est effectivement Joliette avec 29 cas. Encore là, ça a diminué parce qu'on était à 35 à peu près. Et il y a Saint-Charles-Borromée qui est à 28 cas actifs. Donc, après ça, ça varie à 21 pour Saint-Paul, 12 pour Cap-Prix. Et le reste, c'est en bas de 5 aussi. Ou 5 approximativement. Et il faut juste spécifier aussi que c'est selon les adresses postales des cas. Que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui travaille à Berthier demeure à Joliette, donc fait partie des statistiques de Joliette, même si sa transmission, ces choses ont été faites à Berthier, c'est pas considéré comme quelqu'un de Berthier. Exact, c'est ça. C'est qu'on peut le voir aussi justement dans la région de la Naudière-Sud où il y a beaucoup de cas. Peut-être qu'effectivement, ils travaillent à Montréal, ils l'ont pogné là, ils reviennent dans notre région et leur adresse, en fait, est dans notre région. Donc, continuons avec les autres cas allons-y. MRC. Donc, Matawini, ils ont 38 cas actifs et en fait, c'est Rawdon qui en a 15 cas actifs. Le reste, c'est tout en bas de 5. Donc, pour Matawini, il va plutôt bien, si on peut résumer la situation. Et pour la MRC Montcalm, c'est 99 cas actifs. Et en fait, c'est Saint-Lin qui en a 44. Et Saint-Jacques en a 14, Sainte-Julienne 10, et le reste, ça varie entre 8 et moins de 5. C'est ça. Donc, puis il nous reste aussi des MRC dans le bout de Terrebonne et des Moulins, c'est bien ça l'Assomption, qui sont je ne dirais pas la grosse problématique, mais on comprend que c'est vraiment proche de Montréal, que les gens travaillent à Montréal, qu'il y a peut-être plus de transmission. Exact. Je pense que c'est Dr. Lessard, dans son point de presse du C3S, qui disait justement que, veut pas, le sud, quand Montréal augmente, ben le sud de la Naudière augmente. T'sais, on voit qu'il y a 313 cas actifs dans la Naudière-Nord, tandis que dans la Naudière-Sud, ben, ça va à 857. Donc, on voit déjà qu'il y a une très grande différence entre les deux. T'sais, MRC l'Assomption, c'est 348 cas actifs et c'est Repentigny qui en a 263, suivi de l'Assomption à 54. Donc, c'est vraiment là les deux plus gros éclosions. Puis, bon, MRC des Moulins à 477 cas, dont 358 à Terrebonne. C'est vraiment là qu'on voit l'hôpital en plus. C'est ça, c'est ça. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que souvent, on a l'impression qu'on a des petits cas, des petits nombres de cas, et il faut faire un petit calcul mathématique. Qu'est-ce que peut-être nous dit moins M. Legault, M. Arruda, M. Dubé, quand ils font des calculs ou quand les gens regardent, la situation est encore critique dans la Naudière, dans la MRC, tout ça, parce qu'on parle de cas par 100 000. Que si on a fait des petits calculs,
calculs aujourd'hui par rapport aux statistiques. Peux-tu nous les donner, Chloé? Oui. Et en fait, nous, on a fait les statistiques par rapport à la MRC d'Autrey, MRC Joliette et la Nodière en général. Donc, on n'est pas allé avec toutes les MRC. Mais exemple, la MRC d'Autrey, ça fait 137 cas actifs par 100 000 habitants. Donc, on disait que c'était à peu près 10 cas actifs par 100 000 habitants pour... 10 à 20, moi, c'est ça. 10 à 20 pour pouvoir sortir de la zone critique. Donc, on voit qu'on est encore loin de la zone critique. Loin de la zone de sensibilité. De l'objectif, on pourrait dire. Exact. Pour Joliette, c'est 168 cas actifs pour 100 000 habitants. Donc, encore là, pour la MRC de Joliette, on est encore loin de l'objectif. Et sinon, pour la Nodière en entier, c'est 243 cas actifs par 100 000 habitants. Donc, on va dire le beau mot, on est dans la merde encore pour un petit bout. Essayer de sortir du rouge, il faut travailler encore fort, c'est peut-être les choses. Maintenant, tu voulais parler, on a parlé des cas de façon générale. Maintenant, on parle dans les écoles parce qu'il y a plusieurs sujets. Ici, qu'est-ce qu'on a relevé, surtout dans la MRC d'Autrey? Les cas sont présentement présents à la source d'Autrey, à la Norec. On parle aussi de la polyvalente Pierre de Lestage, qui aurait quelques cas, donc, dans les descriptions que le gouvernement, encore là, ont produit dans les rapports qu'on a reçus en date du 20 janvier. Il y a les CHSLD maintenant, qu'il n'y a pas de cas, c'est bien ça? Ben, en fait, c'est qu'il n'y a aucun cas en situation critique ou sous haute surveillance dans la Nodière. Donc, c'est sûr qu'on a deux CHSLD qui sont sous surveillance. Il y a aussi au niveau des RPA, il y en a une en situation critique puis une en situation de haute surveillance. Mais c'est tout dans la Nodière, c'est pas dans d'autres. C'est ça. Exact, c'est dans la Nodière. C'est vraiment là, les deux que je dis en situation critique, c'est au niveau, c'est MRC probablement les Moulins, l'Assomption. C'est ça, exactement, dans ces coins-là. Bon, puis les RPA, c'est ça, il y en a environ 5 en situation aussi sous surveillance. C'est ça. Et là, M. Legault, tu voulais nous parler de la conférence de presse qui a été faite hier. On va faire un petit résumé, mais il y avait une bonne nouvelle, toutes les CHSLD ont été vaccinés. Oui, enfin, toutes les CHSLD sont vaccinés. Donc, il a annoncé hier à sa conférence de presse du 21 janvier. Donc, c'est ça, il a annoncé que la première dose, en fait, dans toutes les CHSLD a été donnée. Donc là, on est rendu, si on se fie au calendrier, des priorités au personnel soignant. Ensuite, ça va être les RPA. Et ensuite, on va continuer avec les priorités. Mais il a aussi annoncé que, justement, on s'en allait dans la bonne direction. Mais... C'est ça. Mais, comme il dit, ça se peut qu'il continue encore. Bien, on a eu des chiffres. Si on se fie juste au pourcentage, le calcul statistique par 100 000, on n'est pas sorti du bois. Exactement. Bon, bien, merci Chloé, puis on vous se reparle si on a d'autres choses. Merci. Donc, on lâche pas, on est sur la bonne voie. On continue toujours cette semaine et la semaine prochaine notre revue de l'année 2020. Donc, puisqu'on a eu un problème technique en milieu de semaine, on va vous en présenter un aujourd'hui qui, habituellement, on n'en présente pas le vendredi, mais dans ce cas-ci, nous en présentons un. Donc, c'est la revue de l'année 2020 en août. Donc, il y a eu une nouvelle caserne de pompiers pour Saint-Félix et on a rencontré la nouvelle direction pour le vignoble L'Anneau d'Or. Donc, on va visionner maintenant ces moments marquants. Par dire qu'on est très, très heureux de cette collaboration avec le gouvernement du Québec pour notre projet de caserne incendie. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est un investissement de 3 617 110 pour la construction de notre nouvelle caserne, avec un règlement d'emprunt qui touche les 4 372 000 pour un investissement du gouvernement du Québec d'un maximum de 2 155 200, donc une participation de près de 60 %. On est très content d'avoir cette participation du gouvernement du Québec pour réaliser ce projet-là, parce qu'on le sait, sans les aides gouvernementales, des projets comme ceux-ci seraient pratiquement impossibles à faire soutenir par nos citoyens directement. Donc, cette pelletée de terre d'aujourd'hui, en compagnie de nos partenaires, bien, elle signifie le début de la concrétisation de notre projet qu'on a entamé depuis déjà plus de 2 ans. Donc, il y a beaucoup de chemin qui s'est fait depuis ce temps et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Les premières vignes ont été plantées en 2009 dans le vignoble et la bâtisse a été construite en 2013. C'est en 2013 qu'Alain Coutu, qui est l'ancien propriétaire et puis qui est le fondateur du vignoble L'Anneau d'Or, a commencé les opérations. Ensuite, il a opéré pendant quelques années et puis ma femme et moi avons racheté le vignoble le 8 avril 2020. Donc cette année, il y a quelques mois.
Nous, à l'occasion, on cherchait en fait une salle de réception et puis on a visité différents endroits et puis on est tombé en amour avec la place, avec son magnifique bord de l'eau, la salle intérieure qui est très belle, etc. Et puis on voulait faire des mariages. Et puis donc on a découvert cet espace pour faire des mariages intimes, des événements vraiment intimes avec une ambiance très chaleureuse. Quels sont vos objectifs, outre la question de faire des mariages là, pour le vignoble? J'ai vu entre autres que là, vous avez commencé à planter divers légumes, puis tout ça. Vous allez un petit peu diversifier les activités par rapport à l'ancien propriétaire? Bah, oui, sur plusieurs plans. D'abord, notre première volonté, c'est de développer le vignoble. Donc là, on est occupé aussi à beaucoup augmenter la densité de plantation et on espère pouvoir arriver à 16 000 pieds d'ici 2 à 3 ans. Donc là, on a un gros travail de vigne parce que notre volonté première, c'est d'abord de développer le vignoble. Ensuite, moi, je suis un amoureux des bons légumes. Alors là, on a commencé un potager biologique. Enfin, pas biologique, mais de culture naturelle, on va dire. Et on va essayer d'avoir la certification biologique dans les années qui viennent. Cette année, c'est plus expérimental. Alors, on a planté genre 18 variétés de tomates, uniquement des graines ancestrales, non hybrides et sans OGM, et cultivées de manière la plus naturelle possible. Alors, on développe aussi des courgettes, des courges spaghettis, des concombres, enfin toutes sortes de légumes sympathiques. Et puis à terme, on aimerait l'année prochaine avoir comme 1 hectare de plantation pour pouvoir les utiliser à l'intérieur pour nos événements et puis les vendre aussi en panier de légumes à nos clients qui souhaiteraient en acheter. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour la dernière semaine de cette revue de l'année 2020. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Donc, passons maintenant aux avis de décès. À son domicile, le 7 janvier 2021, à l'âge de 55 ans, est décédé M. Ghislain Adam, fils de feu Roland Adam et de feu Irène Barthe, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil 6 enfants, Caroline Adam, Benjamin Thibodeau, David Adam, leur mère Chantal, son petit-fils Elliot Thibodeau, son frère Robert Adam, Christine Contant, ses cousins, cousines, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Donc, la famille de M. Ghislain Adam a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. À son domicile, le 12 janvier 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Serge Gagnon, époux de Ghislaine Guertin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, Maxime Gagnon, sa mère, Muguette Lamontée, feu Albert Gagnon, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lou-Anne Gagnon, Hélène Gagnon, Jean-Marc Caron, Michel Guertin, Linda Soucy, François Guertin, Madeleine Berthelet, ses neveux et nièces, son cousin Michel Lamontée, Colette Morin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille de M. Serge Gagnon a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure, et ce, en toute intimité. À son domicile, entouré des siens, le 14 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé paisiblement M. Jules Dandonneau, époux de feu Normande Champagne, demeurant à la Visitation de l'Île-du-Bois. Il laisse dans le deuil ses fils, Éric Dandonneau, Julie Gagnon, Guy Dandonneau, Nadia Beaulieu,
ses petits-enfants, Olivier, Alexis et Amy Dandonneau, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, Rodrigue Dandonneau, feu Liliane Clément, Annette Dandonneau, feu Guy Nicole, Jean-Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, André Champagne, Sylvie Courchaine, Alain Champagne, Thérèse Robert, Jacqueline Champagne, Roger Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille de M. Jules Dandonneau a aussi pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure et en toute intimité. Au nom de ce TRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Rappelons également qu'à cause des nouvelles mesures, il y a des changements qui peuvent être apportés. Donc, il suffit juste de visiter le site web de FTERIO. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo pour en fin de semaine, en fait, c'est une fin de semaine parfaite pour sortir dehors. Donc, ce soir et cette nuit, ça va être nuageux avec quelques flocons, température qui va osciller entre moins 6 et moins 10. Pour samedi, c'est un ciel variable avec une température moyenne à moins 8. Et pour dimanche, ça va être ensoleillé, donc la journée parfaite pour sortir, avec une température entre moins 15 et moins 9. C'est sûr qu'il va faire un peu froid, mais au moins il va faire beau. Donc, c'était complet pour votre bulletin d'information. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et on se retrouve lundi pour d'autres nouvelles. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Avec les émotions, tout ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Valérie était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse